Le jour où je deviens maman et que j'ai un enfant, et généralement c'est les femmes qui s'occupent des enfants et pas tellement les hommes, ça reste encore comme ça. Eh bien, en gros, la femme se retrouve avec une double contrainte administrative. Et c'est la femme qui va grosso modo avoir l'essentiel de ces tâches-là dans un couple. Et ça fait décompenser finalement le TDAH, si on pense que les difficultés d'attention, c'est en premier lieu une difficulté d'organisation, de planification, une tendance à la procrastination. Et donc, si je suis plus fatigué et qu'on me demande d'encore plus planifier et d'organiser alors que j'ai déjà de la peine à le faire, le trouble va décompenser à ce moment-là. Donc les mécanismes adaptatifs que j'avais mis en place jusqu'alors vont s'écrouler. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Il y a bientôt 1 an, j'ai été diagnostiquée avec un TDAH, qui est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et impulsivité. C'est une découverte qui a littéralement changé ma vie. Ça a été le début d'une longue recherche d'informations pour comprendre ce trouble, et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur un professeur suisse spécialisé sur le TDAH et les femmes. Révélation. Nader Perrou est psychiatre, chercheur spécialisé dans ce trouble. Il est professeur à l'Université de Genève et depuis 15 ans, il s'efforce de faire passer ce savoir aux professionnels de santé. Il est co-auteur du livre « Manuel de l'hyperactivité et du déficit de l'attention ». Notre cycle féminin impacte le TDAH. Nos grossesses, nos postpartums impactent également le TDAH. Être une femme et avoir un trouble neurodéveloppemental est un sujet en soi. Pourquoi est-ce que cet épisode est important ? Parce que 5% de la population mondiale est touchée par cette atypie, ce qui représente en France pas moins de 3 400 000 personnes. Vous connaissez donc forcément quelqu'un qui souffre de ce problème. Et nous les femmes sommes la catégorie la moins diagnostiquée. Dans cet épisode, vous comprendrez comment se manifeste le TDAH, le lien avec nos hormones, la difficulté extrêmement présente d'être parent avec ce trouble, l'hérédité et bien plus encore. Si vous découvrez ce trouble ou si vous avez déjà des symptômes de ce trouble, le TDAH, alors cet épisode est fait pour vous. Si jamais ce n'est pas le cas, mais vous posez plein de questions, alors cet épisode est fait pour vous. Si vous pensez avoir un ou une proche qui est atteint de ce trouble, alors cet épisode est fait pour vous. Si vous vous inquiétez simplement pour peut-être vous ou votre enfant, alors cet épisode est fait pour vous. Vraiment, vous allez découvrir pendant un peu plus d'1h20 ce monde incroyable du TDAH, de ses super pouvoirs, mais aussi des difficultés qu'il engendre dans la sphère familiale et la sphère professionnelle. J'ai passé 1h30 incroyable avec Nader Perrou, je le remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. J'ai appris beaucoup sur moi-même, sur ce trouble qui me rend un peu différente et qui rend différent plein de gens autour de moi. Et je pense que c'est très important de faire passer ce savoir autour de vous. Alors n'hésitez pas à l'envoyer, le faire partager autour de vous, à vos proches, à vos collègues, à vos amis, à votre famille, parce qu'il est important que les femmes sortent de la mésinformation, ou en tout cas du sous-diagnostic, et qu'elles comprennent comment elles fonctionnent si jamais elles sont atteintes de ce trouble. Merci, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour Nader et bienvenue dans le podcast de la matrescence. Merci beaucoup d'avoir fait le petit déplacement jusque dans un studio de Genève. On est à distance, mais je suis ravie de vous recevoir. Merci, bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, on est en direct de la Suisse. C'est la première fois que je reçois quelqu'un qui vient de Suisse, parce que j'ai reçu beaucoup de Québécois, de Belges, mais je continue dans le monde francophone. Enfin, Suisse romande, hein, parce que la Suisse, il y a aussi des Suisses allemands et des Tessinois. C'est vrai, qui parlent vous êtes polyglotte. Alors, j'ai une première question. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir psychiatre ? Alors, c'est un choix par défaut. En fait, c'était pas tout à fait mon choix à la base. C'est que j'étais tellement turbulent moi-même, étant donné que j'ai un TDAH, que je me suis fait virer de l'université. Et j'ai dû partir en périphérie faire, grosso modo, des soins d'ambulance, d'urgence et autres en périphérie de Genève. Hein. C'était à Port-Entruy, en l'occurrence. Et j'ai pu revenir à Genève en psychiatrie, c'était le seul endroit où on m'acceptait. Étant donné mon comportement turbulent et dérangeant pour l'université. Puis j'ai pu revenir en fait à l'université, aux hôpitaux universitaires, via en fait un manque de médecins sur Genève. Donc la psychiatrie a été un choix par défaut qui m'a été imposé, étant donné que je suis insupportable comme individu. Donc en fait, vous êtes venu à vous intéresser au TDAH parce que vous-même vous l'expérimentez et que c'est comme ça que vous êtes penché sur le sujet en tant que médecin, ou il y a eu une autre raison ? Alors non, pas vraiment. Je connaissais pas le TDAH en fait quand je suis revenu. C'était une pathologie qui n'existait pas chez l'adulte à mon époque. En tout cas qu'on ne connaissait pas. J'avais jamais eu aucun enseignement. En fait, j'y suis venu par hasard parce que j'ai été intéressé tout d'abord dans le suicide. Et donc j'ai fait des études sur le comportement suicidaire. Et donc je me suis intéressé aux troubles de personnalité borderline, un trouble fréquemment rencontré en population générale. Et puis l'un dans l'autre, chez les personnes qui souffrent de ce trouble, il y a une grosse comorbidité avec le TDAH. Et donc petit à petit, je me suis intéressé au TDAH que je ne connaissais pas. Et puis c'est comme ça que petit à petit, on a monté une unité pour le TDAH adulte à Genève. Voilà, un peu miraculeusement, on va dire ça comme ça. Et puis c'est là que je me suis découvert quelque part. Je me suis dit, ça c'est moi. C'était il y a combien de temps ? Alors là, on va dire ça fait il y a 15 ans, quelque chose comme ça, à peu près. Que ça a été monté. Alors au début, il y avait un docteur qui s'appelait le docteur Patrick Beau, qui s'était intéressé à ça, puis qui m'a formé. Puis ensuite, j'allais me former à Londres, et on a monté la consultation de TDAH à Genève, qui, à mon avis, est la première consultation de TDAH adulte francophone, je crois. Je ne sais même pas si ça existait déjà au Canada, peut-être, hein, mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de consultations de TDAH adultes à travers le monde francophone. Alors, si on s'intéresse au TDAH particulièrement aujourd'hui, c'est parce que mon public est une audience de femmes, quasiment, mères. Et il y a une grande corrélation, parfois vous nous l'expliquerez, entre le postpartum, la grossesse, tout ça, ça influe sur le TDAH. Mais déjà, c'est quoi le TDAH ? Pourquoi il y a ce nom barbare et à quoi ça correspond ? Alors, TDAH, c'est une abréviation pour trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, on aime bien les acronymes en psychiatrie. Hein. Il n'y a pas que pour le TDAH, il y a le TSA, par exemple, qui est trouble du spectre autistique. Il y a le PTSD, qui est Post-Traumatic Stress Disorder. Donc, TDAH, c'est trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble, en fait, qui est défini dans des manuels de pathologie mentale. Hein. Donc, le DSM-5 ou la CIM-11. C'est de nouveau des acronymes, hein. Mais c'est des manuels de diagnostic de pathologie mentale. Et puis, il y a des symptômes attentionnels, de difficulté d'attention. Et des symptômes qui décrivent plutôt l'hyperactivité et ou l'impulsivité de ces sujets. Puis il faut un certain nombre de symptômes pour souffrir du trouble. Et il faut que ces symptômes provoquent un handicap dans le fonctionnement de la personne dans au moins 2 domaines de sa vie. Hein. Donc on suit grosso modo le manuel. Il y a combien de personnes dans le monde qui sont touchées par le TDAH ? Alors, chez les enfants, il y a à peu près 5 à 6% de la population générale. Après, c'est variable de pays en pays, mais pas trop. Hein. Donc, on va dire, si on fait dans les pays où il y a la moins grande prévalence, on est plutôt autour des 2%, jusqu'à 6% dans les pays où il y a le plus haute prévalence chez les enfants. Et chez les adultes, c'est plutôt autour des 3-4%. Ok. Donc, c'est quand même fréquent. Un taux régulier dans le monde entier, au final. C'est pas un pays qui est plus, ou les pays développés plus que d'autres. Non, alors, pas
Pas de ce qu'on sait en tout cas, parce que c'est une pathologie qui est très héréditaire. Hein. Il y a une forte composante génétique dans le trouble. Donc c'est 80% d'héritabilité et on pense que c'est peu dépendant de facteurs environnementaux. Après, on a peu de données dans des pays on va dire à faible revenu économique, faible revenu finalement qui sont ou en voie de développement. Dans le sens que ces pays-là font pas tellement d'études épidémiologiques sur les pathologies psychiatriques, donc on sait pas trop quelle est la prévalence du TDAH dans ces pays-là. Mais de manière générale, que l'on soit dans des pays à fort pouvoir économique ou des pays à faible pouvoir économique, on a à peu près la même prévalence, tant chez l'enfant que chez l'adulte. C'est quoi les symptômes exactement du TDAH les symptômes. C'est un spectre, alors on peut avoir c'est que ça des symptômes de difficulté d'attention. Alors, qu'est-ce que c'est que la difficulté d'attention ? C'est une difficulté de porter attention aux détails. Hein. Donc, ça va être oublier de retourner une feuille lorsqu'on rend une épreuve et puis que c'était écrit en bas, attention, retourner la page, il y a un recto et un verso et on rend l'épreuve et on n'a fait que la moitié de l'épreuve. Ça peut être quand on fait une recette, par exemple, de confondre millilitres et centilitres et puis à la place de faire une mousse au chocolat, on fait une crème au chocolat. Ça peut être d'autres choses de ce type-là. Il y a des difficultés d'attention soutenues, hein, c'est la difficulté de rester longtemps concentré sur une tâche. Donc l'attention, c'est pas où elle part, hein, mais le classique, c'est la personne qui dit « moi je peux lire un livre, je lis 3 pages, moi je sais pas ce que j'ai lu, je sais pas qui est Paul, je sais pas qui est Virginie, je sais pas pourquoi ils sont dans ce château ». On sait pas, c'est pas forcément parce que la personne a été distraite, hein, mais c'est que l'attention a disparu. Donc et généralement c'est assez variable, mais chez les personnes avec TDAH, l'attention elle est d'environ 5 à 20 minutes. Donc au bout d'un moment ça lâche, ça part. Hein. C'est le côté rêveur un peu dans la lune qui est décrit chez des enfants qui ont ce trouble. Après, il y a les pertes d'objets, les oublis. Hein. Quelqu'un qui a un TDAH perd souvent ses clés, perd souvent ses objets, ne sait pas où il les a mis. Alors moi, je crois que j'ai perdu 250 fois mes clés et mon téléphone, que je retrouve. Hein. C'est pas que c'est perdu définitivement. Je les retrouve dans le jardin, je les retrouve dans mes chaussures. Je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est que je suis distrait par autre chose. Hein. Donc la distractibilité est aussi un des symptômes, hein. C'est-à-dire que je pense à autre chose quand je fais quelque chose qui fait que je suis constamment pas en train d'écouter mon interlocuteur, je n'écoute pas les informations qui me sont données, donc je suis pas forcément les consignes qu'on m'a demandé de faire, donc je fais les choses un peu de désordre dans tous les sens. Alors comme ça peut paraître marrant, hein, et on peut tous se reconnaître là-dedans, mais il faut imaginer que c'est quelque chose qui doit être quand même répété, récurrent, et qui caractérise l'individu. Hein. C'est pas parce que je perds une fois mes clés que j'ai ce symptôme-là. Hein. En l'occurrence, il faut les perdre plusieurs fois, avec des conséquences quand même. Alors clés, ça peut être aussi téléphone ou d'autres objets qu'on a besoin au quotidien. Après, il y a les difficultés de planification, d'organisation. Donc c'est une difficulté de planifier dans le futur. Hein. Donc quelqu'un qui a un TDAH est très dépendant de la récompense immédiate. Donc il aime bien que les choses soient faites rapidement, le plus condensé possible, tout en une fois. Et donc cette personne aura de la peine à séquencer, planifier des petites séquences dans le temps, hein, dans la semaine, dans le mois et autres. Et en gros, les choses sont pas faites parce que comme pour la personne, il n'y a pas de récompense immédiate à faire la tâche, ben finalement il ne la fait pas ou elle ne la fait pas. Et donc la personne va procrastiner. Hein. La procrastination est quelque chose qui est quasi constant chez les personnes qui ont un TDAH. Hein. Ils vont préférer une tâche à récompense immédiate qu'une tâche qui demande un effort mental soutenu, ou à ce moment je le fais sous stress, à l'arrache au dernier moment, parce que sous stress je suis plus performant. Alors on peut évidemment se reconnaître. Alors de nouveau, hein, on peut se reconnaître si ça marche et puis que c'est efficace, on s'en fout. Mais si ça pose un problème dans le fonctionnement de la personne, ben c'est problématique. Hein. Typiquement planifier les vacances, hein, c'est le classique. Les personnes avec un TDAH vont planifier extrêmement en retard ou planifient sans vérifier que tout est OK pour la personne ou le conjoint ou toute la famille ou la conjointe. Et donc, on se retrouve à planifier des vacances au moment où j'avais une patiente, c'était un patient en l'occurrence, qui planifiait des vacances complètement content, il part, il va voir, il y a une offre pour partir en Italie, il dit c'est génial, on va prendre l'offre pour partir en Italie, il prend l'offre, il rentre chez lui, il raconte à sa femme, mais c'est génial, j'ai planifié les vacances, il avait oublié de demander à sa femme si elle avait pris ses vacances durant cette période-là, et il s'est fait engueuler, etc. Donc en fait ça amène à des conflits parce que la planification est pas correcte. Hein, donc on fait tout sur un coup de tête, au dernier moment, à l'arrache, sous stress.
Après, il y a aussi voilà. Donc ça, c'est pour les difficultés d'attention. Hein. Donc on peut plus ou moins s'y reconnaître. Mais il faut imaginer il y a une difficulté d'estimer de manière assez fine le temps à attribuer à une tâche. Généralement, quelqu'un qui a un TDAH veut tout faire dans 1 heure. Hein, donc on peut aller voir son médecin, on peut aller faire les courses ou bien je sais pas, aller faire des achats et en plus aller voir sa mère ou son père, tout dans 1 heure, ce qui est pas possible, mais pour quelqu'un qui a un TDAH, il est convaincu qu'il est capable de le faire. Donc ça, c'est un peu les difficultés de planification et d'organisation des tâches. Voilà. Est-ce que le TDAH, on peut dire que c'est un spectre, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes symptômes, on varie en fonction de ce qu'on a, ou tout le monde a exactement le même schéma de fonctionnement? Non, alors il y a vraiment... alors c'est un spectre, un peu comme le spectre autistique, hein, donc dans le sens qu'il y a des gens qui vont avoir une sévérité plus ou moins importante et d'autres qui vont présenter tout un panel de symptômes, l'ensemble des symptômes et d'autres pas. Hein. Donc c'est en effet un spectre. Il y a des gens qui vont aussi avoir des capacités à mettre en place des mécanismes adaptatifs, hein, qui peuvent permettre d'aller assez loin dans la vie sans forcément en souffrir enfant. C'est peut-être que les symptômes n'étaient pas là, mais en fait, ils n'étaient pas handicapants. Puis l'handicap vient plus tard. Hein. Typiquement, procrastiner ou faire les choses tout au dernier moment, si je vis seul et puis que je suis assez smart, on va dire avec un QI haut, ça pose aucun problème. Je peux travailler le soir, je peux faire tout, rattraper les tâches que j'ai pas fait administratives le week-end et autres. Le jour où je me mets en couple, c'est plus possible. Hein, parce que je peux plus dire à mon conjoint ou ma conjointe, bah, écoute, cet après-midi là, j'ai pas fait les tâches que je devais faire au boulot parce que je regardais YouTube ou ce qu'on veut. Et en gros, samedi après-midi, ce qu'on avait prévu, on le fait pas parce qu'il faut que je rattrape les tâches que j'ai pas faites. Bah, ça joue plus. Donc, en gros, ça peut apparaître assez tardivement. Hein. Donc, ça va dépendre aussi de ça. Est-ce qu'il y a des symptômes qui diffèrent en fonction des hommes ou des femmes? Oui. Alors, ce qu'on n'a pas évoqué, hein, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est les difficultés d'attention, et on a aussi une autre variante, hein, qui est l'hyperactivité et l'impulsivité. C'est le même trouble, mais l'hyperactivité va se traduire par une difficulté de rester tranquille, un besoin de bouger beaucoup, de parler beaucoup, de prendre de la place sur l'autre. Hein. C'est des gens qui peuvent envahir l'espace d'autrui. Il y a une tendance à interrompre constamment la parole. Chez l'adulte, alors chez l'enfant, ça va être le petit turbulent ou la petite turbulente qui va bouger tout le temps et puis prendre les objets de ses camarades de classe sans le demander, ou qui interrompt constamment l'instituteur en classe en disant moi je sais. Donc une difficulté de rester tranquille. Chez l'adulte, ça va s'intérioriser, hein, et puis ça va plutôt être une difficulté de rester tranquille. Hein. Si je suis dans une réunion qui est ennuyeuse, il va falloir que je bouge. Donc je vais commencer à bouger les jambes, je vais commencer à me ronger les ongles, jouer avec les cheveux. Alors maintenant, il y a heureusement des téléphones et puis des ordinateurs sur lesquels on peut jouer pour canaliser cette hyperactivité. Mais ensuite, ça va être aussi difficile dans le couple, hein, dans lesquels quelqu'un qui a une hyperactivité va constamment avoir besoin de faire quelque chose. Hein. Il y a toujours besoin d'être actif. Le repos, la détente est très difficile, hein, de ne rien faire. Et c'est surtout le soir que ça s'active, parce que c'est plus calme. Le soir, il y a moins de stimuli extérieurs. Et donc, en fait, le flux de pensée qui est lié à l'hyperactivité va s'ouvrir le soir et la personne aura de la peine à dormir. Donc, aura besoin de faire quelque chose. Alors, généralement, on conseille aux personnes qui ont ça pour s'endormir d'écouter des podcasts, en l'occurrence. Parce que ça permet de calmer l'individu puis de filer un filtre dans le cerveau pour empêcher d'avoir 250 000 pensées. Et puis après, il y a la difficulté aussi à patienter, à attendre, hein, les files d'attente. Les bouchons sont très compliqués pour quelqu'un qui a un TDAH. Cette tendance-là d'hyperactivité, d'impulsivité, chez les enfants, elle est plus marquée chez les garçons que chez les filles. Et les filles ont plus de difficultés attentionnelles. Alors, on ne sait pas trop si c'est parce que c'est, on va dire, une expression qui est liée au genre, ou est-ce que c'est en gros une vision d'une société patriarcale qui fait que le trouble s'exprime comme ça. Alors, je m'explique. On autorise les garçons à être hyperactifs, à bouger beaucoup, à faire les cons, à gueuler, etc. Les filles, non. Et les filles apprennent très tôt à intérioriser probablement l'hyperactivité. Ça veut dire qu'elles ne sont pas hyperactives, mais que ça se manifeste de manière différente sous une modalité attentionnelle. C'est-à-dire qu'elles vont être plus studieuses, plus attentives, mais parce qu'on leur demande ça.
Et on le sait que ça a un petit peu changé parce que les ratios qui étaient à peu près de TDAH, de prévalence dans l'enfance, on avait à peu près 5 pour 1, 5 garçons pour une fille qui souffraient du trouble, parce que probablement par biais épidémiologique, le côté hyperactif, impulsif était plus manifeste, et donc on détectait plus facilement les garçons que les filles qui étaient dans la lune, rêveuses, etc. Est en train de changer, on est sur des ratios 3-1, on peut faire un pari que dans quelques années on sera peut-être à un ratio 1-1. Okay. Étant donné que chez l'adulte, la prévalence, enfin on va dire le ratio homme-femme est similaire. Donc on a des femmes qui rattrapent, chez qui l'émergence de troubles vient plus tard. Étant donné que c'est un trouble neurodéveloppemental, on s'attendrait à ce qu'il y ait aussi un ratio 1-1 dans l'enfance. Et que c'est probablement en fait la vision qu'on a du trouble et de la manière dont le trouble doit s'exprimer en fonction du genre qui fait que le trouble s'exprime comme ça chez les filles et chez les garçons. Je donne un exemple. C'était extrêmement rare il y a 20 ans de voir des filles faire des bastons ou des bagarres d'être donc impulsives, hyperactives, etc. Dans des cours d'école, alors que maintenant vous avez quasi à peu près moitié-moitié de garçons et de filles qui font des bagarres. L'autre exemple que vous pouvez avoir aussi par rapport à ça, c'est les femmes au volant. L'hyperactivité était considérée, le côté impulsif, agressif, etc., était considéré très masculin. Mais en fait, on se rend compte qu'actuellement, il y a un changement et l'expression de l'hyperactivité et de l'impulsivité est tout autant permis chez les femmes que chez les hommes. Et on retrouve tout autant de femmes qui vont gueuler et faire les cons, entre guillemets, comme les cons de mecs, au volant, et qui vont être hyperactives, impulsives, pareil. Je sors toujours l'exemple de une chanson de Renaud qui était c'est où il parle de Margaret Thatcher. Je sais plus comment elle s'appelle cette chanson, mais il dit on ne verra jamais de femmes. C'était une chanson qu'il avait écrite dans les années 70, 70 en Suisse, dans lesquelles il dit on ne verra jamais de femmes crier dans un match de foot après des footballeurs qui tapent dans un ballon. En fait c'est faux. On ne verra jamais de femmes qui sont au volant en train de faire les cons, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait c'est faux. La société a changé et on peut imaginer que l'expression va probablement du trouble changer aussi, et qu'on va avoir autant d'hyperactives que d'hyperactifs, autant de difficultés, autant d'hommes avec difficulté d'attention que de femmes avec difficulté d'attention. Et est-ce que chez les femmes, les troubles, c'est aussi lié à l'anxiété, à la dépression Est-ce que ça aussi c'est genré ou Alors c'est probablement aussi genré. Je pense qu'en psy on a un énorme problème, mais c'est pas qu'en psy, on a ça pas mal en médecine en général. On a appris grosso modo. Moi, on m'a appris une médecine masculine, c'est-à-dire il y a des troubles sérieux qui sont des troubles de mecs, et puis il y a des troubles moins sérieux qui sont des troubles de gonzesse, entre guillemets. Je suis un peu cru, mais c'est comme ça qu'on m'a appris la médecine, et c'est beaucoup en train de changer. Il y a eu une étude qui a été faite récemment, je crois, à Genève, où ils ont démontré que, par exemple, les infarctus du myocarde étaient complètement négligés chez les femmes, parce qu'on nous a appris une expression de l'infarctus de myocarde masculine, et pas du tout féminine. Et donc, je pense que l'anxiété, la dépression, c'est un peu la même chose. On a tendance à attribuer plus l'anxiété aux femmes, aux filles, plus la dépression aux femmes, aux filles. Puis la dépression très sérieuse, elle est masculine, celle qui mène au décès, avec suicide, etc. Mais c'est probablement quelque chose aussi qui est très genré. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que dans le TDAH, enfin, dans la patientèle que j'ai, moi, j'ai tout autant de femmes que d'hommes qui viennent pour les mêmes raisons. C'est pas lié tellement à l'anxiété ou à la dépression. C'est vraiment des femmes, par contre, qui viennent plus tardivement. Les hommes ont souvent été diagnostiqués avant, les femmes non. Mais la symptomatologie, l'expression du trouble est à peu près similaire. Il se passe quoi dans le cerveau ? Parce que vous l'avez dit, c'est un trouble neurodéveloppemental. Oui, c'est ça. Ouais. Pour les gens qui souffrent d'un TDAH, pourquoi on est neurodivergent ? Qu'est-ce qui fonctionne pas comme les autres ? Ou différemment? Alors on pense que c'est un problème au niveau, c'est neurodéveloppemental dans le sens que une partie du cerveau met plus de temps à se développer. On pense que c'est la partie du cerveau qui est en lien avec ce qu'on appelle le système exécutif, qui est le système qui est le grand chef d'orchestre du cerveau, qui va gérer la capacité d'inhibition, la capacité de planifier, d'organiser, aussi la capacité attentionnelle. Elle se développe trop lentement, et ce développement trop lent perturberait en fait le fonctionnement de certains neurotransmetteurs, dont la dopamine et la noradrénaline.
et que le fait qu'on pourrait imaginer que les personnes avec TDAH ont moins un taux général qui est plus bas de dopamine ou de noradrénaline, et ça expliquerait les symptômes. On le déduit, alors il y a certaines études de neuroimagerie qui ont démontré ça, et après on le sait aussi que c'est probablement vrai, étant donné que les traitements qu'on utilise pour le TDAH augmentent la dopamine et la noradrénaline et sont extrêmement efficaces. Donc on a de bonnes raisons de penser que ces systèmes-là de neurotransmetteurs sont atteints dans le TDAH. Et ça, qu'on ait un trouble de l'inattention, enfin qu'on soit hyperactif, impulsif ou... Ouais, alors c'est le même trouble, hein. C'est vraiment le même. De manière générale, il y a un taux basal de dopamine ou de noradrénaline qui serait en fait pas suffisamment élevé, que l'on soit hyperactif ou que l'on soit avec plutôt une tendance aux difficultés attentionnelles. Pourquoi c'est si compliqué de diagnostiquer le TDAH encore aujourd'hui en 2024, spécifiquement en France? Alors, compliqué, c'est pas compliqué, hein. C'est un trouble qui est pas difficile à diagnostiquer, hein. C'est très stigmatisé, ce qui est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est stigmatisé pour plusieurs raisons, hein. Dans le monde francophone, plus que dans le monde anglo-saxon. Le monde francophone a été très, on va dire, influencé par la psychanalyse et l'anti-biologie quelque part, hein. Donc on s'est un peu éloigné en fait de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les évidences. Et donc on a pris beaucoup de retard, hein, dans le monde francophone, pas que sur le TDAH, mais vous avez ça sur le trouble du spectre autistique, sur beaucoup de pathologies psychiatriques. C'est un peu malheureux, hein. On est en train un peu d'en sortir, mais on a un retard quand même de 10, 15, 20 ans selon les pathologies dans la connaissance du trouble et dans les traitements du trouble. Alors ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est stigmatisé parce que les traitements que l'on donne pour le TDAH, c'est des psychostimulants. Et les psychostimulants sont des dérivés d'amphétamine, de cocaïne et donc de drogue. Donc il y a une crainte de la population générale quant à l'utilisation de ces substances-là, surtout que c'est un trouble neurodéveloppemental et donc des substances entre guillemets possiblement addictogènes qu'on donnerait à des enfants. Donc ça c'est une autre des raisons pour lesquelles on craint ça. Ça c'est une des grandes craintes d'une église, qui est l'église de Scientologie, hein, qui met des millions et des millions et des millions par année pour que l'on ne traite pas les enfants avec TDAH et pour décrier sur la toile, hein, vous avez une chance sur deux si vous allez sur des sites internet de tomber sur un site de la Scientologie qui dit que le trouble n'existe pas. Et les scientologues sont très bons pour aller dans le gouvernement et influencer en fait les politiques. Hein, en Suisse, on a d'ailleurs écrit au gouvernement pour se plaindre de ça, hein, parce qu'on a beaucoup de politiciens qui sont achetés par l'église de Scientologie pour critiquer l'existence du TDAH. Alors, probablement qu'en France, ça doit être à peu près la même chose. Et donc ça, c'est une des raisons. Et la troisième raison, enfin, il y en a encore une, hein, c'est que dans le monde francophone, et c'est pas forcément vrai dans le monde anglo-saxon, on pensait que c'était une pathologie uniquement de l'enfance. Donc une pathologie qui ne persistait pas à l'âge adulte. Moi, j'ai jamais eu d'enseignement, hein, comme je le disais au début, hein, sur le TDAH. Je savais même pas que ça existait à l'âge adulte. Et on avait aussi une croyance dans le monde francophone que le TDAH est simplement une expression de comportement un petit peu dysfonctionnel, mais c'est des comportements normaux, hein, de l'enfant. Donc, il n'y a pas besoin de les traiter, hein. C'est pas une vraie pathologie. Au contraire du trouble bipolaire, de la schizophrénie ou d'autres troubles. Donc, il y a aussi eu toute une mouvance en France et dans le monde francophone contre l'existence du TDAH et contre ses symptômes, hein. C'est un trouble qui n'existerait pas et qui devrait, en tout cas, ne pas être traité par des psychostimulants. Donc, vous avez plein de raisons qui font que c'est difficile de le diagnostiquer. Est-ce que ce trouble, on peut le voir sur l'imagerie médicale? Est-ce qu'il est visible par vous, les médecins? Non, on peut pas le voir, hein. Ça, c'est le vrai pour toutes les pathologies psychiatriques, hein. Donc, c'est pas vrai que pour le TDAH. Vous pouvez pas voir en imagerie quelqu'un qui a un trouble du spectre autistique, quelqu'un qui a un trouble bipolaire, quelqu'un qui a une schizophrénie. Enfin, à l'exception des démences, hein, on peut voir une atrophie au niveau cérébral de manière généralisée. Vous pouvez pas voir, vous n'avez pas de tests biologiques qui permettent, ou neurobiologiques qui permettent de déterminer si un individu a ou pas un TDAH. Donc ça, on a dit, dans le monde francophone, il y a encore beaucoup de stigmatisation, il y a encore beaucoup de gens
qui ont une forte influence médiatique chez nous en France, qui contestent le TDAH, notamment chez les enfants. Je pense notamment à Caroline Goldman, qui explique dans les médias que c'est dû au laxisme de l'éducation bienveillante et que c'est pour ça que les enfants sont débordés parce qu'ils n'ont pas de cadre. En revanche, on peut pas le voir à l'imagerie, mais on peut le voir grâce à un questionnaire qui fait que tout le monde coche les mêmes cases. Donc ce trouble-là, il est détectable et c'est pas parce qu'on a été laxiste en tant que parent. Non. Alors du tout, hein. On a ou pas le trouble, hein. Donc alors c'est en effet des questionnaires, hein. Le diagnostic se pose sur la base d'une anamnèse, donc un recueil d'informations, mais pas que chez l'individu, dans tout l'entourage. On va prendre des informations auprès de l'entourage, hein, que ce soit les parents, les conjoints, les enfants, mais aussi les collègues de travail ou les instituteurs. Et quand on a suffisamment d'informations qui confirment que l'enfant est complètement turbulent, parle tout le temps, est incapable de rester en place, perd ses objets, arrive tout le temps en retard à l'école. Enfin, quand on a suffisamment d'éléments par rapport à ça, on a peu de raisons de penser qu'il n'y ait pas quelque chose qui ne va pas. Et donc, on va diagnostiquer sur la base de tous ces éléments, hein, par un recueil d'informations assez précises. Mais ça, c'est vraiment la même chose que pour une dépression, hein. Je veux dire, on fait la critique du TDAH par rapport au fait que c'est facile, tout le monde a des problèmes à se concentrer, il suffit de répondre oui. C'est pas aussi simple que ça, hein. Il faut attester d'un handicap dans le fonctionnement de la personne, dans son entourage, etc. Mais il en va de même pour la dépression, hein. C'est une liste de symptômes, hein. Je suis triste, j'ai un manque d'envie, j'ai une difficulté à me projeter dans l'avenir, etc. Tout le monde peut se reconnaître là-dedans, mais on n'a jamais critiqué l'existence de la dépression, hein. Mais c'est exactement la même chose. Le diagnostic se pose exactement de la même manière, hein. Donc il y a vraiment un stigma propre au TDAH, hein, Et à nouveau, ce serait intéressant que les gens nous donnent leurs conflits d'intérêts par rapport. Alors, je citais l'Église de Scientologie, mais il y a peut-être d'autres conflits d'intérêts. En tout cas, les personnes qui font des grosses critiques par rapport à l'existence de ce trouble, moi, je serais intéressé de savoir quels sont leurs backgrounds, grosso modo. Bon, en France, comme vous le disiez, on est très imprégné de la psychanalyse. Donc, il y a aussi cette composante-là à prendre en compte. Mais qui est donc un conflit d'intérêts. Tout à fait. Parce que si j'ai un médicament qui marche super bien, j'ai plus besoin de psychanalyse. C'est pas faux. Et donc je gagne plus de thunes. Et je faisais cette parenthèse-là parce que nos auditrices et auditeurs sont des parents qui sont peut-être confrontés au quotidien à un enfant qu'ils vont nommer insupportable, difficile, ingérable, et on leur a dit mais c'est de votre faute, vous savez pas éduquer vos enfants. Vous, en tant que médecin, vous êtes là pour dire il peut y avoir des enfants. Si on a un enfant TDAH, alors moi j'ai une fille qui a un TDAH en l'occurrence, je vous assure que sans traitement, je pense qu'il y a longtemps que ma famille aurait explosé. Alors pas uniquement parce que moi j'ai un TDAH, mais aussi parce que c'est extrêmement compliqué de prendre, enfin d'éduquer quelque part, hein, si on veut utiliser ce terme-là, mais en tout cas de s'occuper d'un enfant qui a un TDAH. Hein. Quelqu'un qui perd les objets, qui oublie, qui a pas envie de travailler quand on veut travailler, ça demande une énergie de la part des parents qui est phénoménale. Alors, je veux bien que ça n'existe pas, hein, mais je demande aux personnes qui disent que ça n'existe pas, qui viennent s'occuper d'enfants TDAH. Hein, moi, qui ai une fille qui a un TDAH et l'autre qui ne l'a pas, je vous assure que c'est extrêmement différent. Et la demande, en fait, en termes d'effort, d'énergie que demande l'enfant qui a un TDAH, c'est extrêmement épuisant. Donc, il y a réellement une différence, hein, entre une enfant qui a un TDAH et une qui ne l'a pas. Alors vous êtes spécialisé sur les adultes, donc on va se concentrer sur les femmes. Je ferai un autre épisode avec un spécialiste chez les enfants parce que c'est aussi très intéressant. Mais c'était un tout petit peu pour recontextualiser, peut-être enlever de la culpabilité aux parents qui écoutent et peut-être se poser la question de consulter quelqu'un qui est formé. Il y a quand même des médecins formés au TDAH. Oui, il y en a. Après, il faut se poser si on n'a pas soi-même un TDAH. Hein. Exactement. Comme c'est très héréditaire. Donc voilà, c'est pour ça. Ma question, c'est et vous allez y répondre, mais comment ça se fait que les femmes, notamment, puisque vous le dites, la prévalence chez les enfants n'est pas la même que chez les adultes, comment est-ce que ça se fait qu'on découvre généralement qu'on a un TDAH en devenant mère ? Alors, parce que la naissance d'un enfant est une contrainte administrative.
En gros, si on le prend de manière très brutale, mais ça demande une compétence d'organisation, de planification, une compétence attentionnelle accrue, hein, dans le sens que avant, je peux ne pas dormir un soir, c'est pas très grave. Je peux sortir quand je veux et puis finalement décaler les tâches administratives que j'ai à faire ou ce que je dois, comme paiement de factures, paiement des impôts, faire mon ménage, faire les courses, faire le repas, planifier les vacances. Je peux le faire un peu n'importe quand. D'accord ? Donc en gros, je peux avoir un gros TDAH avec une grosse difficulté d'organisation et de planification des tâches, mais ça joue. Le jour où je deviens maman et que j'ai un enfant, et généralement c'est les femmes qui s'occupent des enfants et pas tellement les hommes, hein, ça reste encore comme ça. Eh bien en gros la femme se retrouve avec une quantité accrue de tâches administratives. Hein. Se lever la nuit pour allaiter si elle allaite, donc elle va être plus fatiguée. Devoir planifier plein de tâches quelque part pour l'enfant par la suite, hein. Prévoir des crèches, inscrire l'enfant à tel endroit, faire des balades avec l'enfant. Ensuite, il faut retrouver, quand je vais retravailler, j'ai une double contrainte administrative. Et c'est la femme qui va grosso modo avoir l'essentiel de ces tâches-là dans un couple. Et ça fait décompenser finalement le TDAH, hein, si on pense que les difficultés d'attention, c'est en premier lieu une difficulté d'organisation, de planification, une tendance à la procrastination. Et donc, si je suis plus fatigué et qu'on me demande d'encore plus planifier et d'organiser alors que j'ai déjà de la peine à le faire, le système décompense. Il ne faut pas grand-chose pour que le système décompense. Hein. Alors, pas grand-chose, là, en l'occurrence, c'est grand-chose. Parce qu'avoir un enfant, c'est une grande responsabilité en termes de planification, d'organisation et de demande cognitive pour se concentrer. Et donc, l'ensemble du système peut s'effondrer à ce moment-là. Donc du coup, si ça répond à la question. C'est là où les difficultés arrivent parce qu'on ne peut plus masquer ce qu'on a appris à masquer tout le temps. Ouais. En gros, généralement le TDAH, il faut vraiment le voir comme ça. Hein, quand c'est très très sévère, ça apparaît dans l'enfance. Mais imaginons que ce soit moyennement sévère, je vais trouver des mécanismes pour faire avec mes symptômes. Mais quand il y a une contrainte supplémentaire qui apparaît dans mon environnement, le trouble va décompenser à ce moment-là. Donc les mécanismes adaptatifs que j'avais mis en place jusqu'alors vont s'écrouler et c'est très difficile à récupérer à ce moment-là, hein, parce que je ne sais plus comment j'ai fait pour fonctionner jusqu'alors. Hein. Et généralement, on a des burn-out, on peut avoir des dépressions du postpartum, on peut aussi avoir des difficultés au niveau du boulot, ou la mère qui n'arrive plus à faire avec les deux contraintes finalement qu'elle a, hein, s'occuper d'un enfant et aller bosser, et ça devient très difficile. Hein. Et généralement, il y a peu les gens sont peu concernés par ça, hein. Ils vont appeler ça un burn-out. C'est pas si grave que ça, mais on oublie que peut-être derrière il y a un trouble neurodéveloppemental, que la personne avait mis jusqu'alors plein de mécanismes adaptatifs qui faisaient que ça fonctionnait à peu près, et que quand il y a un enfant, en fait ces mécanismes-là ils sont plus possibles à mettre en place. Hein. Je peux plus du tout, hein, si je reprends l'exemple de décaler les tâches à des moments où je peux travailler parce que j'ai ma capacité de concentration, disons le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, puis que le reste du temps je me repose, j'ai besoin de ce temps pour me reposer, mais quand j'ai un enfant, j'ai plus ce temps-là. Donc on peut plus retrouver le mécanisme adaptatif que j'avais jusqu'alors. C'est plus possible. J'ai plus suffisamment de temps pour me reposer et pour pouvoir récupérer en termes attentionnels. Et donc en fait, tout mon système s'écroule. Et ça, c'est compliqué, hein. Et donc, il faut trouver d'autres possibilités. Alors, une des autres possibilités, c'est d'essayer de voir s'il ne faut pas prendre un traitement à ce moment-là. Dans une des conférences que vous avez données, que j'ai regardées, vous expliquez que notre cycle hormonal chez les femmes a un impact sur les symptômes qui sont plus forts ou non du TDAH. Je voudrais qu'on en parle juste après, mais du coup, est-ce que pendant la grossesse ou le postpartum, vu que nos hormones sont un petit peu chamboulées, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a aussi un impact? Ouais. Alors, on va dire que c'est très lié au taux d'oestrogène. Hein. Donc, les taux l'œstrogène ou l'estradiol, on sait que ça favorise la libération de dopamine. Hein. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le TDAH, c'est une forme de trouble lié à la dopamine. La dopamine serait trop basse, de manière un peu basique chez les personnes qui ont un TDAH. Chez les femmes, vous avez une fluctuation des taux de dopamine qui sont liés au taux d'œstrogène. Hein. Quand l'œstrogène est très haut, il y a plus de dopamine libérée. Quand l'œstrogène est basse, il y a moins de dopamine. Et
durant la grossesse, ce qu'on va avoir en début de grossesse, on va avoir une petite augmentation petit à petit des taux d'œstrogène. Donc la concentration, et surtout au 3e trimestre, va être améliorée. Donc on va avoir une meilleure efficience, on va être moins tendu, moins irritable, plus heureux, parce qu'il y a de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone de plaisir. Et donc ça marche bien. Le problème, c'est que quand on accouche, on a une chute brutale en fait des taux de dopamine liée à la chute brutale des taux d'œstrogène. Et à ce moment-là, c'est le risque du postpartum qui est entre autres lié à cette chute de dopamine liée à la chute des oestrogènes. Donc on peut avoir en postpartum une accentuation des difficultés attentionnelles, procrastination et autres, avec des phénomènes d'irritabilité et qui peuvent à l'extrême aboutir en fait à une dépression du postpartum. Mais on peut avoir simplement une augmentation en fait des difficultés attentionnelles qui étaient jusqu'alors masquées après la naissance de l'enfant. On va avoir les mêmes variations hormonales au cours du cycle menstruel. Donc on va avoir une baisse grosso modo du taux d'œstrogène dans la semaine qui précède en fait, c'est la phase lutéale, dans la phase qui précède en fait les règles. Ou les menstrues. Et donc à ce moment-là, on peut avoir une accentuation des difficultés attentionnelles. On peut imaginer que durant le reste du mois, ça va pas trop mal, et que juste avant les règles, on commence à perdre des trucs, on a moins de capacité à se concentrer, on planifie moins bien, on est plus tendu, plus irritable, sans forcément parler d'un syndrome prémenstruel, mais ça peut être simplement en fait un TDAH masqué jusqu'alors qui décompense en fait dans la semaine avant les règles. Mais après on récupère, puis ça va de nouveau mieux, puis paf, et ça fait un cycle comme ça. Alors quand on a ça, et puis qu'on observe ça, il faut faire attention parce qu'on risque en phase en fait de ménopause ou en préménopause, il va y avoir une chute aussi des oestrogènes, on va retrouver les mêmes symptômes, il faudra y penser parce qu'à ce moment-là, ça vaut la peine de se faire traiter parce que c'est très lié au taux d'oestrogène. Vous venez tellement d'éclairer quelque chose que je ressens. J'ai eu 3 enfants, donc j'ai vécu 3 fois les postpartum, 3 fois les 3e trimestres où j'ai une énergie, où tout est beaucoup plus facile. Et où les semaines avant mes règles, c'est la catastrophe, où moi, je suis comme mon téléphone, je sais jamais où il est. Heureusement, j'ai une montre où je peux l'appeler, donc ça me dit où il est. Mes clés, voilà, c'est un mystère, elles se perdent toutes seules. Mais, et ben voilà. mais cette sensation de se dire, c'est pas tout le mois, c'est pas tout le temps. J'ai été énormément moins en difficulté quand j'ai enchaîné mes 2 dernières filles en 17 mois, donc j'ai quasiment tout le temps été en chute d'hormones et où je pouvais même plus ranger quoi que ce soit, c'était impossible. Et en fait, ça me fait tellement du bien de me dire que j'étais pas folle ou que j'étais pas nulle. C'est que c'était lié à ma dopamine, évidemment, mais mes hormones qui fluctuaient trop. Ouais. Donc en fait, une personne TDAH, c'est pas du tout une bonne idée d'enchaîner les enfants. Je suis en train de me dire ça. Ah non, si on n'est pas bien traité. Je dirais pas ça. Non, alors il faut plutôt être conscient du fait qu'on a un TDAH. Je le savais donc, pas. C'est-à-dire de savoir que ça va être une période fragile, et puis que ça va être une période où je rajoute une contrainte, en plus avec des fluctuations de taux hormonaux chez la femme, et donc il va falloir que je sois attentive, si je suis une femme, à ça, en sachant que à la naissance, ça va être plus compliqué, non seulement en raison de la chute du taux d'œstrogène, mais aussi parce que c'est une contrainte administrative supplémentaire. Alors quand je dis, ça peut être cru quand je dis c'est une contrainte administrative, mais c'est une contrainte administrative. Les enfants, vous devez tout le temps planifier, organiser. Vos journées sont tout le temps les mêmes. C'est grosso modo quelque chose d'assez récurrent, rébarbatif et potentiellement ennuyeux, ce qui est exactement ce que quelqu'un qui a un TDAH n'aime pas faire, parce qu'il y a peu de récompenses immédiates à s'occuper d'un enfant dans l'absolu. Donc oui, ça peut être cool, c'est sympa, mais c'est beaucoup de contraintes avec beaucoup de difficultés et pas souvent de récompenses immédiates. Donc il y a des parents avec ça peut être vraiment femme ou homme, mais qui ont un TDAH vont s'épuiser dans la gestion d'un enfant. Et si on allait, c'est pareil sur les hormones, ça change quelque chose dans l'expression. Ouais, parce que l'allaitement, dans l'allaitement, vous avez une libération de prolactine, et la prolactine, en fait, ça empêche les œstrogènes de réaugmenter. Donc, on va dire que l'allaitement peut paradoxalement accentuer les difficultés attentionnelles. Après, c'est difficile parce que l'allaitement a plein d'avantages aussi, dans le sens que ça renforce le lien avec l'enfant. Donc, je pourrais pas dire... La seule chose, c'est que d'un point de vue neurobio, on sait que le taux d'œstrogène va rester bas.
pendant l'allaitement parce que la prolactine empêche la libération d'œstrogène et donc on peut imaginer que les taux de dopamine sont relativement bas lors de l'allaitement. Mais plus que ça, je peux pas vous dire parce qu'après je pense qu'il y a un tel bienfait à allaiter que non, bien sûr. J'ai pas senti que l'allaitement c'était pire que justement le postpartum immédiat au final. Et pourtant j'ai allaité longtemps, donc vous avez raison, il y a plein d'autres choses agréables qui jouent. Ouais, c'est pour ça que c'est difficile parce que je pense qu'il y a une autre récompense. Là, il y a une récompense immédiate. Donc, est-ce que la récompense immédiate liée à l'allaitement libère de la dopamine et compense en fait le manque de dopamine absolu qui est grosso modo augmenté par le faible taux d'œstrogène. Donc j'aurais de la peine à répondre à cette question-là. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que les femmes peuvent découvrir finalement qu'elles ont un TDAH à ce moment-là parce que les symptômes sont accentués, parce que les difficultés arrivent et parce que là, on peut plus pallier et masquer. Est-ce que les professionnels de santé sont assez bien formés pour comprendre que derrière une dépression du postpartum, un trouble de l'anxiété, une hypervigilance, il y a potentiellement un TDAH ou c'est encore difficile pour les mères qui viennent d'avoir un bébé d'être bien diagnostiquées? Alors, je pense qu'on peut répondre qu'ils ne sont absolument pas au courant. Donc, le fait est qu'on va beaucoup mettre l'accent sur le traitement de la dépression, de l'anxiété et autres, sans vraiment s'intéresser à mais qu'est-ce qui fait que ça a décompensé à ce moment-là. On nous a beaucoup appris, alors peut-être à juste titre et à bon escient, à être très attentif à la dépression du postpartum parce que dans les cas sévères c'est extrêmement dangereux, mais on nous a appris que ça et on nous a pas tellement appris dans les cursus de formation postgraduée à s'intéresser aux raisons pour lesquelles finalement il y a une augmentation d'anxiété ou il y a une augmentation de dépression peut-être un peu plus légère que la dépression du postpartum extrêmement dangereuse et donc en gros on traite tout un peu comme si c'était une dépression du postpartum hyper dangereuse. Et en fait, on s'intéresse pas tellement au vécu de la personne et que c'est peut-être un TDAH ou un autre trouble neurodéveloppemental. On peut imaginer qu'un TSA, un trouble du spectre autistique qui existe aussi chez les femmes, puisse décompenser à ce moment-là. Et en fait, on est peu formé à s'intéresser en fait à la vie des individus qui viennent nous consulter. On a en tête, en gros, 2-3 panels de gros troubles, le trouble bipolaire, la dépression, le trouble anxieux et la schizophrénie. Et c'est tout ce que je connais. Je connais très peu d'autres choses. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le monde francophone. Est-ce que aussi il y a une autre composante dans la découverte pour les mères, c'est qu'une fois qu'on a diagnostiqué leur enfant, par quelqu'un qui a bien compris ce trouble, puisse leur dire, vous savez, c'est héréditaire. Peut-être qu'il faudrait regarder chez vous, les deux parents, est-ce que vous n'avez pas un trouble? Ça arrive souvent dans consultation pour vous? Ça arrive assez souvent. Donc moi j'ai, on va dire, bon pourcentage de mes patientes ou patients qui viennent parce que leur enfant a été diagnostiqué, puis en lisant les questionnaires qu'on leur donne, comme je vous ai dit, on donne des questionnaires à l'entourage, ils se disent tiens ça c'est moi, tiens je me reconnais là-dedans, ça ouais, moi j'étais comme ça aussi enfant, et finalement vont aller consulter, ils disent mais moi c'est vrai que les difficultés que j'ai actuellement, j'ai l'impression que c'est ça aussi, et généralement ils se plantent pas. Donc, étonné qu'il y ait une forte héritabilité, on serait étonné qu'il n'y ait pas un des deux parents qui a aussi le trouble. C'est un soulagement pour les patients quand ils découvrent dans la trentaine, la quarantaine que, en fait, ils ont un trouble et c'est pas eux qui sont anormaux. Ouais, alors ça c'est vrai, c'est vraiment c'est vraiment un soulagement. Alors c'est surtout un soulagement parce que la plupart ont souvent vu plein de professionnels de la santé mentale, psychiatres, psychologues et autres, qui n'ont pas détecté ça, et puis qui les ont traités avec antidépresseurs, neuroleptiques, plein de choses qui marchaient pas. Donc il y a une forme d'errance un petit peu psychiatrique ou psychologique de ces personnes. Et au moment où on pose finalement un diagnostic sur quelque chose qui existait là, qui existait depuis toujours, qui se reconnaissent là-dedans. Mais souvent, ils se reconnaissaient déjà en regardant sur Internet. Les patients que j'ai, ils viennent me voir parce qu'ils ont lu les trucs. Ils se disent, mais finalement, c'est pas une dépression que j'ai eue. C'est pas forcément. Oui, j'ai eu un burn-out, mais il y avait une raison et j'ai l'impression que j'ai un TDAH. Et ils viennent et ils sont très soulagés, en fait, d'avoir enfin un nom à leur trouble ou à leurs difficultés. Pourquoi est-ce que le TDAH, ça peut avoir un énorme impact dans la vie familiale? Et vous le dites dans le livre que vous avez écrit avec d'autres scientifiques, que les personnes avec un TDAH ont un plus gros taux de divorce.
Alors, parce que les symptômes en soi, si on les traite pas, font que ça va devenir insupportable au final pour l'entourage, et le conjoint ou la conjointe. Si je perds tout le temps mes objets, que je suis tout le temps à la bourre, je suis tout le temps en retard, que ce que je dois planifier, je le fais pas, que je commence à ne pas payer les factures, ou que je fais tout toujours au dernier moment avec des rappels, des poursuites et autres. C'est marrant au départ, dans un couple, on peut, mais quand ça devient récurrent, puis que c'est des années et des années comme ça, et puis quand c'est très sévère, que j'oublie les enfants à l'école, ou que je oublie de signer les carnets, ou des choses importantes parfois, ça amène à des disputes constantes dans le couple, et au final, ça va amener à une séparation. De même que l'hyperactivité, si je bouge tout le temps, je suis incapable de rester tranquille, il faut toujours que je fasse 250 000 trucs, je vais épuiser mon conjoint qui va être crevé au bout d'un moment, et va dire, écoute, moi c'est plus possible, soit on fait quelque chose, soit on se sépare, mais ça va mener à des disputes de plus en plus fréquentes, qui, dans la grande majorité des cas, aboutir à une séparation. Et vous écrivez aussi que généralement les personnes qui ont un TDAH se mettent en couple ensemble. C'est assez fréquent. Alors ça, c'est dans les études, on a une chance sur deux, quand on a un TDAH, de se mettre avec quelqu'un qui a un TDAH. Donc là, ça va évidemment que ça va encore augmenter les chances de séparation. Si vous avez un hyperactif ou une hyperactive qui se met avec quelqu'un qui a une difficulté d'attention, on va retrouver tous les symptômes dans la famille, et puis ça va devenir compliqué, ou dans le couple tout simplement. Après, c'est fun, le côté, il faut imaginer que l'hyperactivité, au début, elle est assez marrante, parce que c'est quand même des personnes qui vont faire des trucs un peu foufou, donc qui sont un peu plus intéressantes, qui sont plus créatrices ou créatives, qui ont des idées que les autres n'ont pas. L'impulsivité du TDAH, elle est dans un couple au début assez passionnante. C'est des gens qui ont plus de réseaux sociaux, parce qu'ils parlent plus, ils sortent plus, ils font plus la fête. Donc il y a tout ce côté-là qui est assez cool au départ. Sexuellement aussi, c'est plus marrant, quelqu'un qui a un TDAH que quelqu'un qui n'en a pas. Parce qu'il y a généralement une forme d'hypersexualité dans le TDAH qu'on n'a pas chez les personnes qui sont dites contrôle. Donc tout ça peut être très attirant au départ, mais au long cours, c'est fatigant. Là, vous avez parlé des petits avantages d'avoir un TDAH, parce qu'on en parle un peu de manière négative, dans le sens où on explique les difficultés, mais être neurodivergent, notamment avec un TDAH, c'est bénéfique pour la créativité, mais pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons, en raison des deux symptômes, la difficulté d'attention et la distractibilité fait que je suis attiré par des stimuli non relevants. Alors, le 99% des stimuli non relevants sont pas tellement pertinents et on peut les laisser tomber. Mais si je tombe sur le 1% qui me donne une idée que les autres n'ont pas, quelqu'un qui n'est pas distrait, il regarde pas à gauche et à droite, il n'a pas des pensées qui viennent le distraire dans sa tête. Mais pour créer et pour être innovateur, la plupart des personnes qui ont des startups, par exemple, on peut imaginer qu'ils aient une touche de TDAH. Parce qu'il faut que j'aille dans des endroits que les autres n'ont pas pensé. Et pour avoir ces pensées qui sont hors de la norme, je dois être un peu distrait. Donc je dois avoir le regard là où les autres ne l'ont pas. Je dois avoir des pensées que les autres n'ont pas. Ça, c'est une des composantes. L'autre, c'est l'impulsivité. Le TDAH, c'est quelqu'un qui a de la peine à dire non, a besoin d'une récompense immédiate. Et quand il a une idée, il faut le faire. D'accord ? Quelqu'un qui a un sujet contrôle, grosso modo, il va peser le pour, le contre, faire les bilans, faire les trucs. Et finalement, il se lance pas dans la tâche. Et donc, la créativité va être freinée. On a besoin d'une certaine dose d'impulsivité pour créer. C'est-à-dire, j'ai envie de faire, je sais pas, je vais ouvrir ma nouvelle boîte, etc. Puis tout le monde te dit, mais c'est pas possible, tu vas pas pouvoir le faire, fais attention, t'as pas le business. Allez, je m'en fous, j'y vais. Et en fait, ça génère de la créativité. D'accord ? Parce que je vais là où les gens ne vont pas. Et c'est probablement un avantage pour l'humanité. On a quelques études qui montrent que plus on s'éloigne des bassins de population, dans l'origine de l'humanité, qui est plutôt autour de l'Afrique, mais plus on va s'éloigner de l'Afrique, plus on retrouve des gènes, entre guillemets, qui sont des gènes à risque pour le TDAH, probablement parce que les personnes qui ont migré
et qui se sont dit moi j'en ai marre, ici on n'a rien à bouffer, je vais construire un radeau puis je vais aller sur la mer pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pas forcément quelqu'un qui a un contrôle. D'accord, faut être un peu fou pour faire ça. Donc il faut être impulsif, faut se dire j'y vais, allez, go for it, on y va, advienne que pourra. Quelqu'un qui a un sujet contrôle, il fait pas ça. Donc on peut dire que c'est un avantage pour la population parce que ça amène de la créativité, ça permet à l'humanité d'évoluer. Donc si on enlève tous les TDAH, on est dans la merde. J'ai l'impression que vous avez décrit mon parcours où je me dis toujours mais je prends des risques, j'ai aucune peur de ce qui veut se passer parce que j'ai pas réfléchi à ce qui va se passer en fait. Et voilà, c'est une chance sur deux, ça marche. Ouais, mais quand ça marche, c'est cool. Tout à fait. Mais c'est vrai que le saut dans le vide, j'adore ça. Ouais. Me dire. Ça, c'est très TDAH, très impulsif. Hein. Je ne pense pas aux conséquences à moyen long terme de mes actions. J'y vais, advienne que pourra. Oui, mais vous avez raison. C'est bien de le voir aussi dans la façon où ça amène quelque chose de nouveau et novateur dans le monde. Il y a beaucoup de grands noms dans ce monde qui ont un TDAH ou des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires. En tout cas, dans le monde anglo-saxon, on en parle un peu plus qu'ici. Ouais, dans le monde anglo-saxon, il y a le plus connu, on va dire, c'est Michael Phelps, qui est président. À un moment, il était président de l'association des TDAH aux États-Unis. Lui, il est clair, il a été traité enfant et autres. Mais il est aussi devenu probablement le meilleur nageur de tous les temps. Enfin, plus maintenant, parce que maintenant, vous en avez en France qui sont des monstres bêtes. Mais Michael Phelps, lui, il était tellement turbulent enfant en fait, la natation était le seul endroit où ça arrivait à le calmer et où il arrivait à se concentrer. Et que probablement, s'il n'avait pas eu de TDAH, il aurait peut-être pas passé autant de temps dans l'eau. Donc, ça, c'est lui qui le dit. Et surtout, il a eu une discipline immense vers l'âge de 13-14 ans où il a dit, je veux plus les médicaments et je vais. Et il a changé le traitement médicamenteux pour une pratique de sport intense, ce que certaines personnes avec TDAH font. C'est le sport a le même effet que le traitement médicamenteux. Donc et donc on va retrouver aussi pas mal de personnes avec TDAH qui font ou qui ont une activité sportive qui est un mécanisme compensatoire. Si on revient à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le fait d'être maman, c'est plus compliqué de mettre en place aussi peut-être un mécanisme compensatoire qui était que je faisais pas mal de sport. Et donc je me retrouve à plus pouvoir faire du sport et ça fait décompenser le système. Et c'était peut-être mon mécanisme qui était le plus efficace à ce moment-là. C'est bien, vous venez d'expliquer mes 7 dernières années de vie de mère. moi qui faisais beaucoup de sport. Pour faire du sport. Justement, comment on peut mettre quoi en place quand on a un TDAH qui est sévère? Il y a 2 formes de traitement, c'est ça? Il y a 2 médicaments qui existent. Ouais. C'est la Ritaline et... Alors, chez l'adulte, si on parle uniquement de l'adulte, les premières interventions, c'est être sûr qu'il n'y a pas des facteurs environnementaux qui viennent perturber le TDAH avant d'introduire directement un médicament. Donc c'est savoir est-ce qu'il n'y a pas des gros troubles du sommeil, est-ce qu'il n'y a pas des apnées du sommeil, est-ce que il y a une trop grande sédentarité, est-ce qu'il y a une trop grande utilisation d'écran, ce qui peut être un problème, ou ce genre de choses. Ça peut expliquer une petite fraction. Dans la grande majorité des cas, on va assez rapidement aller sur le traitement médicamenteux, parce que l'efficacité de ces traitements est assez spectaculaire. Ça marche dans 70% des cas, avec très peu d'effets secondaires, et puis il n'y a pas de dépendance, malgré ce que l'on peut lire sur Internet. Même si c'est des dérivés d'amphétamine ou des dérivés de cocaïne, il n'y a pas de dépendance à ces substances. Donc c'est plutôt assez facile d'utilisation. Il y en existe 2, donc il y a la Ritaline, c'est un nom de marque. Pardon. Donc on peut le dire parce que c'est quasi devenu dans le langage courant, mais pour l'information, c'est du méthylphénidate. La Ritaline, c'est une substance qui a été le méthylphénidate qui a pris le nom de Ritaline est une substance inventée par un pharmacien suisse qui bossait dans une entreprise pharmaceutique et qui a donné le nom de Ritaline du nom de sa femme qui s'appelait Rita. Il avait essayé le méthylphénidate chez sa femme et puis ça a bien marché. Elle jouait beaucoup mieux au tennis, elle était moins émotionnelle, plus tranquille, et donc il a trouvé que c'était tellement bien qu'il a appelé ça Ritaline. Mais en fait, la substance c'est le méthylphénidate. C'est plus dur à dire, c'est pour ça. L'autre substance, pardon ? C'est plus dur à dire, c'est pour ça. Ah ouais. Et puis l'autre substance, c'est les dérivés amphétaminiques. D'accord, donc vous avez deux substances qui existent, qui sont les plus efficaces. Après, il en existe d'autres. Vous avez la tamoxétine, qui n'est pas un psychostimulant, qui
est un ancien antidépresseur, mais qui marche moins bien que les psychostimulants. Ça, c'est les premières lignes de traitement. Après, si ça marche pas, ben, vous pouvez essayer de mettre en place, mais ça, il faudrait suivre en fait une thérapie cognitive ou comportementale, ou faire un enseignement de compétences pour essayer d'aménager son environnement de manière la plus optimale possible pour atténuer les difficultés attentionnelles ou l'hyperactivité, l'impulsivité. En gros, c'est remettre des mécanismes adaptatifs dans la vie de la personne. Alors, il y a aussi des coachs il faut pouvoir trouver des coachs spécialisés dans le TDAH, ce qui n'est pas facile à trouver. Mais ça peut être très pratique, hein. C'est des gens qui viennent chez vous puis qui regardent un petit peu comment est aménagé l'environnement. Pourquoi est-ce que vous perdez tout le temps vos objets? Où est-ce que vous placez vos objets quand vous rentrez dans la maison? Est-ce qu'il y a une boîte à clés? Est-ce que vous avez posé tout le temps le téléphone au même endroit? Comment est organisé votre agenda? Est-ce que je peux vous aider à refaire un agenda? Etc., etc. L'aménagement du bureau, l'espace de travail. Donc c'est très ergonomique quelque part, mais ça marche pas mal. Donc ça, c'est une autre possibilité, hein. Et ensuite, il y a le lifestyle, ce qu'on dit, c'est ce qu'on mange, comment on dort, tout ce qu'on peut mettre en place sans passer par la case médicaments et avoir les mécanismes. C'était ce que je disais au départ, hein, donc de mettre, au début, on essayait de voir si on peut changer, grosso modo, le fonctionnement environnemental très général, hein. Mais le sommeil est probablement le plus embêtant avec la sédentarité, hein, c'est-à-dire l'absence finalement d'activité sportive. On peut déjà atténuer pas mal les difficultés d'attention, l'hyperactivité ou l'impulsivité si on améliore le sommeil. Donc, si le sommeil est perturbé pour autant, hein, et si on pratique en fait du sport de manière plus ou moins régulière. Ce qui, quand on devient parent, effectivement, est compliqué de bien dormir, faire du sport. C'est vrai que c'est un sacré challenge. Sur la nourriture, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier, d'autres à éliminer? Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne? Dans les aliments, on n'a pas... Alors, chez l'enfant, on sait que les sucres rapides sont à proscrire, de même que certains colorants alimentaires, oui. Ceux qu'on trouve dans les sirops de grenadine, par exemple. Chez l'adulte, on a moins d'évidence par rapport à ça. Et ce qui est recommandé, c'est vraiment de suivre les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire de pas faire de la junk food, de manger sain avec des légumes variés et autres. En gros, c'est d'avoir une hygiène alimentaire qui favorise les fibres au détriment des glucides, etc., etc. Donc c'est du classique, mais c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui a un TDAH, hein, parce que faire la cuisine et puis aller acheter des légumes et autres, il n'y a pas tellement de récompense immédiate, hein. Donc c'est plus facile d'aller acheter une pizza. Et puis ou un kebab ou tout ce que vous voulez, hein, dans lesquels finalement on a une récompense immédiate. Est-ce que l'alcool, ça a un impact sur le TDAH? Alors l'alcool, on va dire plutôt que les personnes qui ont un TDAH auront une grande propension à prendre des drogues, pas que l'alcool, dans le sens que la plupart des drogues, que ce soit l'alcool, mais aussi le cannabis, la clope, le café, alors le café n'est pas une drogue, mais c'est un stimulant, vont libérer de la dopamine. Et donc vont permettre à la personne de se concentrer ou de s'apaiser. Donc typiquement l'alcool, si j'ai un flux de pensée important le soir et puis que j'arrive pas à me détendre, puis que j'ai toujours besoin de faire 250 trucs, si je bois de l'alcool, ça apaise cette hyperactivité. Mais la clope pareil, le café pareil, le thé, hein, c'est un gros psychostimulant, hein, par exemple. Bon, là, il y a les grosses modes des matchas, thé matcha. Donc ça, c'est des choses qui sont très forts en théine. Et donc en stimulant également, hein. Les gens qui boivent beaucoup de thé, beaucoup de café doivent se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas en fond finalement un TDAH, parce que c'est un mécanisme d'autotraitement quelque part, hein. Ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que quand on a un TDAH et qu'on est soumis à cette impulsivité, on a des comportements à risque beaucoup plus forts, qu'on se met plus en danger et donc on a moins de capacité à résister aux addictions, c'est ça? Ouais. Bon, c'est pour ça que je disais que les addictions sont une forme de récompense immédiate, hein, alors que ce soit des addictions aussi alimentaires ou autres, parce qu'il y a de la récompense directe. Si, ça peut être aussi des addictions aux jeux vidéo, hein, ou aux écrans tout simplement, hein, parce que j'ai chaque fois une récompense et donc c'est plus facile et je me sens mieux quand ça me libère de la dopamine, hein, parce que toutes ces substances, toutes les addictions vont libérer de la dopamine et donc me soulagent quelque part, hein. Et je suis pas capable de voir les effets secondaires à moyen long terme, hein. Je ne dépends que de la récompense immédiate et donc
boire de l'alcool, fumer des clopes, regarder des jeux vidéo ou toute autre addiction offre cette libération immédiate de dopamine et donc satisfait mon besoin de récompense immédiate. C'est pour ça que je suis très enclin, si j'ai un TDAH, à avoir des addictions. Mais ça peut être aussi des addictions au sexe, hein. On a avec des comportements sexuels à risque. Et puis il faut savoir que c'est des personnes qui vont, par exemple, avoir ou être beaucoup plus à risque de maladies sexuellement transmissibles aussi. Parce que quand j'ai un TDAH, de se protéger, de mettre des préservatifs, de prendre, je sais pas, la pilule ou autre, c'est quelque chose qui est, mais surtout les préservatifs, ça c'est très compliqué hein, pour quelqu'un qui a un TDAH, parce que c'est une contrainte quelque part supplémentaire, alors que j'ai besoin immédiatement finalement de la récompense immédiate, et j'ai tendance à ne pas me protéger. Ils sont à 4-5 fois plus à risque de maladies sexuellement transmissibles que les sujets contrôle. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut il faut avoir en tête quand on a des patients TDAH. Dans les symptômes du TDAH, on n'a pas trop parlé de ça, la mauvaise gestion des émotions, la difficulté à se contrôler. Ça fait partie de l'impulsivité. Pourquoi est-ce qu'on a cette... Ouais, c'est lié à l'impulsivité. Hein. Alors même si c'est pas un des symptômes propres du trouble, hein, c'est une des conséquences de l'impulsivité. Comme il faut tout de suite, il faut que je résolve les problèmes immédiatement. Toute frustration va se traduire par des crises de colère. Hein. Donc on va dire au devant de la scène, dans les émotions, ça va être la difficulté de gestion de colère. Et ça, c'est vraiment une des marques des personnes avec TDAH. Alors, c'est plus vrai chez l'adulte que chez l'enfant. On va avoir à peu près 40% des enfants qui ont des difficultés à réguler les émotions, qui ont un TDAH. Chez les adultes, c'est plutôt 70%, 80% des adultes qui ont des difficultés de contrôle des émotions, particulièrement sur l'expression de la colère. Mais alors, c'est très rapide, hein, mais ça peut être parfois assez violent. Donc, mais le fait de se foutre en colère, de gueuler, de péter des trucs, ou de gueuler sur son chef ou sa chef, ou si on veut son conjoint, sa conjointe, ça permet de soulager la tension. Puis après, je vais faire un autre truc. Puis je suis bien, sauf que je me rends pas compte quand je le fais que j'ai dit des trucs qu'il fallait pas que je dise, j'ai dit tout haut ce que je pensais alors qu'il fallait pas que je dise tout haut ce que je pense, et que ça a des conséquences à moyen long terme. Donc ce qu'on peut nommer aussi chez nous les femmes qui deviennent mères, le mom rage. Donc cette rage, ça peut être expliqué par plein de facteurs, hein, mais peut être lié aussi à un TDAH qui n'est pas qui n'a pas été découvert et détecté et qui s'exprime de cette manière-là. Ouais, tout à fait. Mais ce qui est compliqué dans une société patriarcale, comme vous l'avez expliqué, parce que nos symptômes, ils peuvent être aussi vus par cette charge mentale qui est immense et qu'on supporte en tant que femme au sein de la famille, par les attentes qu'on a de nous. C'est difficile du coup de diagnostiquer les femmes adultes. C'est compliqué. Parce qu'on a beaucoup déconsidéré le fait que beaucoup de tâches que les femmes font jusqu'alors, même si c'est en train de changer et puis qu'il y a un meilleur équilibre, mais ça reste quand même beaucoup les femmes qui font des tâches au niveau de la maison, au niveau du domicile familial. Mais ça, c'est pas considéré comme une tâche administrative dans une société patriarcale. Alors qu'en fait, c'est une contrainte administrative énorme. Et donc, les hommes vont, ou dans une société patriarcale, considérer la difficulté qu'a une femme comme une faiblesse féminine et pas comme un trouble. Donc c'est juste un problème que la femme a à gérer son ménage parce qu'elle est faible et qu'elle n'est pas capable de faire des trucs hyper simples, ou qui sont pensés hyper simples, parce qu'en fait c'est pas simple. Vous changez les rôles, vous auriez exactement les mêmes difficultés chez les hommes que chez les femmes. Sauf que dans une société patriarcale, la plupart des symptômes aussi qu'on a chez les femmes, le fait de se mettre en colère, le fait d'être émotionnel, etc., c'est considéré comme quelque chose de féminin. Et donc c'est pas un trouble. Donc on a le gros problème, par exemple, avec le trouble de personnalité borderline, qui est un trouble très genré aussi. Alors qu'en population générale, c'est 1-1. On a autant d'hommes que de femmes qui souffrent du trouble. Le trouble de personnalité borderline est considéré comme une pathologie féminine. C'est une pathologie de la régulation des émotions. Donc en fait, c'est des femmes un peu chiantes qui emmerdent les mecs. Et ça a été complètement genré. Et c'est complètement faux de penser comme ça. On a en psychiatrie beaucoup imaginé que la difficulté de régulation des émotions, c'est pas un trouble chez la femme, c'est la femme. Et en fait, c'est pour ça qu'on les a beaucoup peu diagnostiqués. On va dire beaucoup peu diagnostiqués, c'est un peu mal dit, mais on les a mis de côté dans les diagnostics.
Et que petit à petit, là maintenant, avec un changement de la société, parce que ça change quand même, on s'intéresse plus aux difficultés que les femmes peuvent rencontrer. On a plus de considération, alors c'est pas encore optimal, hein, mais pour les tâches qu'elles font au quotidien, comme réellement difficiles et réellement demandant beaucoup d'efforts de concentration, de gestion, de planification, d'organisation. Et que ça peut faire décompenser un TDAH. Et parce que s'il y a souvent une méconnaissance, vous disiez, du trouble, et que parfois les médecins vont diagnostiquer une bipolarité, par exemple, alors que c'est un TDAH ou un trouble borderline. Ouais. Donc ils vont diagnostiquer autre chose, hein, parce qu'ils connaissent autre chose. Si on ne connaît pas le TDAH, moi, avant de connaître, j'ai probablement diagnostiqué des patients TDAH ou patientes TDAH, d'autres troubles, parce que je ne connaissais pas. Est-ce que le TDAH est souvent lié au potentiel ou à un QI plus élevé? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux? Non, il y a pas de corrélation. Donc on va dire, c'est souvent décrit comme corrélé. On n'a pas de preuve qu'il y a une corrélation entre avoir un QI haut et le fait d'avoir un TDAH. C'est pas corrélé. Donc on n'a pas d'évidence que le QI influence. Même au contraire, probablement que d'avoir un QI bas va faire que le trouble peut être plus sévère, dans le sens que je vais avoir moins de capacité cognitive pour pallier aux difficultés attentionnelles. Je veux dire, si j'ai un QI haut, je peux, grosso modo, en école primaire, ne rien écouter et puis être monstre TDAH, mais réussir quand même, alors que si j'ai un QI bas, ça va être plus compliqué et puis ça va se manifester plus tôt. On va dire que c'est plutôt une corrélation avec QI bas et TDAH que plutôt QI haut et TDAH. En revanche, c'est ce qui permet de cacher et masquer un peu plus les symptômes parce qu'on s'en sort. C'est vrai que quand j'ai personnellement fait ce diagnostic avec une neuropsy qui m'a suivie, elle m'a expliqué, j'avais pas sensation d'avoir subi à l'école primaire, mais que c'est devenu difficile au collège. Et elle m'a expliqué que souvent dans l'enfance, on s'en sort bien et qu'après, quand ça devient chiant, les matières qu'on voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est là où ça se voit. J'avais par exemple 0,5 en physique-chimie parce que je comprenais rien, que ça m'intéressait pas. Parce que j'ai eu aucun effort et j'avais 18 ailleurs, mais parce que j'avais pas la capacité de m'y intéresser, en fait, j'avais pas envie. Et c'est une très bonne description du parcours classique de quelqu'un qui a un TDAH. Mais c'est bien, au moins quand on nous explique les choses, ça m'a soulagée de me rendre compte, tout ça a du sens. J'ai jamais fait mes devoirs, par exemple. Je détestais faire mes devoirs. C'était quelque chose de très compliqué. Là, après, on peut ne pas faire les devoirs. C'est-à-dire que si on a des capacités, c'est pour ça que je disais le lien, le QI peut être un mécanisme adaptatif. Dans le sens que c'est un mécanisme de coping. Je peux ne pas faire les devoirs jusqu'à un certain point, parce qu'au bout d'un moment, ça va quand même déconner. Il y a un moment où ça va plus être possible. Je peux ne pas faire les devoirs. Mais jusqu'à un certain point, en tout cas en école obligatoire, je peux quasi ne rien faire. Si j'ai un QI un peu en dessus de la moyenne, ça va passer. Je peux faire tout à l'arrache au dernier moment, ça passera. Et en plus, je suis récompensé de faire tout au dernier moment à l'arrache parce que je peux faire plein d'autres trucs le reste du temps. Et surtout, c'est quelque chose de tellement lunaire pour les gens autour de nous. Quand on fait ça, ils se demandent comment on arrive à... Ça a aucun sens pour les gens autour de nous. Je m'en rendais compte. Ah non, ça a aucun sens parce que les gens normaux, entre guillemets, ou normotypiques, sous stress, vont moins bien performer. Donc ils vont au contraire se déconcentrer et puis être complètement paniqués. Quelqu'un qui a un TDA ou TDAH, sous stress, va libérer de la dopamine. Et donc, en gros, c'est un mécanisme qui va en soi être comme un autotraitement. Donc, on est beaucoup plus performant sous stress que le reste du temps où on s'emmerde, on s'ennuie, puis on comprend pas très bien pourquoi il faut faire ces trucs à l'avance. Ça n'a aucun sens. Alors que si on ne dort pas toute une nuit pour faire le truc, on est vachement plus efficace. Mais en fait, c'est comme si on prenait de la Ritaline, si je réutilise le terme Ritaline. Parce qu'on libère de la dopamine sous stress. Et il y a donc le sport, ça permet de libérer la dopamine, c'est très important. Ne pas être sédentaire, manger quand même correctement et enlever certaines substances qui peuvent jouer là-dessus. Et le sommeil, il y a les écrans, ça a quel effet pour quelqu'un qui a un TDAH? Alors les écrans, on sait, ça va être plutôt la quantité d'écran, parce que c'est pas forcément regarder les écrans, mais ça va être le nombre d'heures passées devant les écrans. On connaît ça surtout durant la phase, on va dire, neurodéveloppementale. Chez les enfants qu'on expose à des écrans beaucoup, c'est-à-dire plusieurs heures par jour, ont plus de difficultés attentionnelles. Et on peut imaginer par extension qu'ils vont avoir plus de temps de décompensation de TDAH s'ils sont exposés trop longtemps aux écrans par jour. Et puis après, il y a le problème des écrans, c'est que ça maintient réveillé.
Donc, à moins qu'on mette des filtres à lumière bleue, mais ce que la plupart des TDAH font jamais. Donc, ils regardent leur écran et puis ils ont... Enfin, j'avais un somnologue qui me disait le regarder un écran, un iPad ou un téléphone sans mettre de filtre, hein, c'est comme si on était en plein été à midi en train de regarder le ciel bleu. C'est difficile quand même de dormir. Donc, en gros, il faut penser à mettre un filtre à lumière bleue parce que la lumière bleue empêche vraiment la sécrétion de mélatonine et donc de s'endormir. Et la plupart des enfants qui vont passer du temps sur leur smartphone ou sur des écrans, et ils ont souvent leur smartphone dans le lit qui est allumé à fond avec plein de notifications, etc. Ils dorment jamais en fait. Donc ça c'est un souci. Hein. Et en fait, l'impact que va avoir finalement les écrans, il y a un double impact. Hein. Il y a une dose effet sur l'attention, ça on le sait très bien, en tout cas durant la période neurodéveloppementale. Et puis après, il y a un impact sur le sommeil des écrans. Et ça, c'est vrai aussi chez l'adulte. Et les réseaux sociaux avec l'effet de la dopamine, de la récompense, c'est aussi un problème. Ouais, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce qu'ils vont être crochés dessus. Donc le fait est que je vais envoyer un truc, puis je vais renvoyer un truc, puis je vais avoir des rappels constants de « Ah, mais vous n'avez pas posté quelque chose depuis ah bah tiens, je vais poster un truc », puis on a un retour de quelqu'un. Et finalement, c'est une catastrophe, hein, les réseaux sociaux, pour quelqu'un qui a un TDAH, parce qu'on est très vite addict à l'utilisation de ces réseaux sociaux. C'est pas top. C'est vrai qu'il y a un biais sur les réseaux sociaux, parce qu'on est beaucoup de créatrices de contenu ou de personnalités importantes sur les réseaux sociaux qui sont TDAH. Donc il y a aussi plein de gens qui disent oui, c'est un truc à la mode parce que tout le monde est TDAH, mais c'est qu'en fait notre trouble nous incite à être sur les réseaux sociaux, à créer sur les réseaux sociaux et à s'exposer, parce qu'il y a aussi ça, le TDAH, où on a du mal à mettre des limites. On dit beaucoup de choses sur notre vie personnelle, on sait pas très bien se retenir, ou en tout cas se contenir. Et... Ouais, mais ça fait des bons réseaux sociaux. Ça fait des très bons podcasts, on va dire. Parce que si je raconte que des trucs sans jamais parler de soi, c'est hyper chiant. Donc, c'est pas étonnant que parmi les personnes qui sont et créateurs de contenu sur des réseaux sociaux, moi je pense qu'il y en a plus de la moitié qui sont TDAH. C'est déjà, il faut se lancer, il faut oser, il faut faire les trucs. Ça demande et de l'impulsivité et un peu de la folie et pouvoir être marrant, drôle pour pouvoir attirer finalement son interlocuteur ou son auditeur. Même ça c'est clairement des compétences que quelqu'un qui a un TDAH a. Quelqu'un de complètement contrôle, je suis pas sûr qu'il soit capable de faire ce que vous faites. Donc j'en déduis qu'il y a une petite touche de TDAH chez vous. J'ai une dernière question. Est-ce que c'est plus difficile d'avoir un TDAH en 2024 avec justement les réseaux sociaux, les sollicitations, l'administratif qui est intense et complexe que ça ne l'était au début du XXe siècle, par exemple ? Alors, oui. Surtout en raison, on va dire... Alors, les réseaux sociaux possibles, je pense que la grande difficulté qu'on rencontre maintenant, c'est l'augmentation des tâches administratives. Et des contraintes, des tâches et des contraintes administratives. C'est le nombre de trucs auxquels il faut être attentif, auxquels il faut penser. On a doublé, triplé, quadruplé en fait les demandes cognitives d'attention, d'organisation, de planification entre maintenant et il y a 20 ou 30 ans en arrière. Je pense que moi, je réussis pas actuellement les études de médecine. Je pense que je finis même pas alors chez vous, je sais pas comment ça, le lycée. C'est devenu, mais terriblement contraignant. Moi, j'allais pas en cours, personne n'en avait rien à foutre. Je pouvais faire le con en classe, j'étais puni, mais finalement, j'avais pas mes parents qui étaient appelés forcément avec des menaces d'expulsion tout de suite. Là, maintenant, une de mes filles qui fait une fois une connerie, je suis appelé, convoqué, et puis si elle fait une deuxième fois une connerie, elle est expulsée du truc. Donc, il n'y a plus aucune marge de manœuvre pour quelqu'un qui a un TDAH maintenant. D'où plus de difficultés. Il faut imaginer que la quantité de tâches administratives qu'on a, même au domicile, si vous regardez la manière de remplir les impôts, la manière de faire les paiements de factures, etc. Avant, on pouvait un peu le faire soi-même, on pouvait faire ses propres factures. Maintenant, alors je sais pas comment c'est en France, mais en Suisse, il y a plein de procédures qu'il faut faire. Il faut partir à la banque, ouvrir un compte, déclarer machin, faire des QR codes pour je veux dire, quelqu'un qui a un TDAH, il fait pas. C'est trop compliqué.
Avant, ils pouvaient simplement écrire une lettre et puis envoyer une facture à domicile, puis c'était OK. Mais là, on lui a triplé et ça, c'est dans les 20 dernières années. Hein. Donc, vous aviez des gens qui fonctionnaient très bien et qui faisaient tout à peu près. Et puis, c'était pas un souci. Et on a mis tellement de normes, de contraintes que c'est devenu compliqué. Hein. Je donne un exemple où moi, je donne des cours dans des écoles de bouche. Alors, je sais pas comment vous appelez ça en France, mais c'est des écoles de pâtissiers, bouchers, etc. Parce qu'ils sont blindés, ils ont des difficultés parce que les instituteurs les profs dans ces écoles ont de plus en plus de personnes qui ont des TDAH. Je leur demande, mais et aux profs qui ont à peu près mon âge, ou parfois un peu plus âgés, je leur demande, mais quand vous étiez, quand vous avez fait votre apprentissage de boucher, c'était comment? Bon, on était 80% du temps en boucherie et 20% du temps en classe. Je dis, maintenant, c'est comment pour vos élèves? 80% du temps en classe et 20% en train de faire de la pratique. Donc, en gros, on a rendu même finalement les débouchés pour les personnes avec TDAH, qui étaient des débouchés très pratiques, où finalement il n'y a pas d'administratif, on a rendu ces débouchés-là complètement administratifs. C'est impossible. Il n'y a plus de débouchés pour les personnes qui ont un TDAH. Même les professions dans lesquelles on imaginait qu'il y avait pas besoin de faire un mémoire à la fin. Hein. Là, ils demandent des mémoires pour quelqu'un qui fait un apprentissage de boucher. Je dis, moi, j'en ai rien à foutre que mon boucher, il sache faire un mémoire je sais pas, sur les vaches du canton du Valais, qui m'en fout complètement. Je veux dire, mais le problème, c'est que quelqu'un qui a un TDAH, il va avoir de la peine à faire ça. Et donc, il va être en échec, même dans des professions très, 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 ou censées être très pratiques et peu administratives. Donc ça, je pense que c'est le plus gros problème qu'on peut avoir. Que le monde ne s'est pas adapté à ce trouble-là. Et en fait, pour quelqu'un même de neurotypique, c'est quand même chiant, l'administratif est difficile. Oui et non, je suis pas si sûr, hein, parce que finalement, on est venu là parce que les gens, enfin la population générale, la grande majorité de la population générale a demandé ces normes. Donc c'est un petit pourcentage qui est en train d'augmenter. Hein. Je pense que le fait qu'on ait de plus en plus de gens qui râlent et qui en peuvent plus est probablement la marque que les TDAH, qui étaient une toute petite symptomatique, on va dire, hein, alors qu'on a toujours... Mais si on avait 1% en population générale, on va dire, de TDAH symptomatique, maintenant on est peut-être à 2-3%. On est peut-être qui commence à être handicapé, ça fait quand même pas mal de monde, hein, qui commence à se dire, mais c'est plus possible. C'est pas possible. Et on entend maintenant de plus en plus dans les discours de politique, hein, le désir de vouloir réduire, en fait, les contraintes administratives. Alors, je leur souhaite beaucoup de courage, parce que je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, mais ce serait pas mal s'ils y arrivent un petit peu. Mais je pense que ça peut changer. Hein. Au bout d'un moment, ça va exploser quand même. Mais il faut pas oublier, hein, que ces contraintes administratives, elles ont quand même été demandées par la population. Hein. Je veux dire, c'est pas les TDAH, c'est quand même une minorité. Hein. Merci beaucoup, Nader. Je crois qu'on a fait déjà balayer un large panel, même s'il y a encore plein de choses. Mais je pense que ça va aider beaucoup de parents, en tout cas, qui peuvent se poser des questions sur eux-mêmes ou leurs enfants. De se dire que c'est un trouble reconnu, que ce n'est pas une lubie parce qu'ils sont marxistes ou parce qu'ils ont été eux-mêmes mal élevés. Qu'il y a des choses à faire, à mettre en place. Et voilà. Merci beaucoup, Nader. Merci beaucoup à vous. Et puis à bientôt. À très vite, merci. Au revoir. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.